Vous pensez connaître l'humanité, vous avez vu des photos de chaque coin de la planète, regardé des documentaires sur les cultures les plus diverses. Vous êtes convaincu qu'au XXIe siècle, il n'y a plus de zone blanche sur Terre. Mais que diriez-vous si nous vous disions que c'est une illusion, que en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, il existe des personnes pour qui notre réalité les avions. Internet, l'électricité ne sont rien de plus qu'un mythe. Des gens qui vivent selon des lois établies il y a des millénaires. Et ce qui est le plus frappant, c'est qu'ils ne se contentent pas de survivre. Ils rejettent consciemment notre monde. Ils regardent notre civilisation et disent non merci, aujourd'hui nous ne vous raconterons pas d'histoire. Nous vous montrerons les derniers bastions de la désobéissance sur la planète. Voici le classement des tribus les plus isolées et indépendantes du monde. Et plus nous nous rapprochons de la première place, plus vous comprendrez. Le véritable monde inexploré n'est pas dans l'espace mais ici sur Terre. Et il se protège. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure des reconnaissances. Notre voyage dans le monde de la désobéissance commence dans les montagnes brumeuses, à la frontière de l'Inde et du Myanmar. Ici, loin des mégapoles bruyantes, vit un peuple dont le nom a autrefois inspiré la terreur dans toute l'Asie du Sud-Est, les Nagas. Ce n'est pas une tribu unique, mais plus de 40 clans différents unis par une culture guerrière commune et des traditions anciennes. Ils occupent la 10e place de notre liste, non pas parce que leur belligérance a diminué, mais parce que leur histoire constitue un point d'entrée idéal pour comprendre comment se forme l'esprit d'indépendance. Pendant longtemps, le monde n'a connu des Nagas qu'une chose, ils étaient des chasseurs de têtes. Et ce n'était pas simplement un acte de guerre. Décapiter un ennemi était la plus haute expression de bravoure, un rite d'initiation transformant un garçon en homme. Le nombre de têtes déterminait le statut d'un guerrier dans la société. Son corps était couvert de tatouages rituels, chacun racontant l'histoire de ses victoires. En assurant la fertilité de leurs terres et de leur peuple, les colonisateurs britanniques confrontés aux Nagas au XIXe siècle étaient à la fois horrifiés et fascinés. Ils les décrivaient comme les guerriers les plus féroces et intrépides qu'ils aient jamais rencontrés, et leurs tentatives de les soumettre se soldaient par des guerres de guérilla sanglantes. Les Nagas, connaissant chaque pouce de leur jungle, étaient insaisissables. Ils attaquaient par surprise et disparaissaient dans le brouillard, laissant derrière eux seulement des corps décapités. Les légendes disent que les guerriers Nagas pouvaient combattre des tigres à main nue. En regardant leur histoire, il n'est pas difficile de le croire. Mais réduire la culture des Nagas à la chasse aux têtes, c'est ne rien comprendre d'eux. Ce sont et restent des artisans habiles. Leurs femmes tissent des tissus d'une beauté incroyable, avec des motifs uniques qui racontent l'histoire du clan. Leurs forgerons créent des lances mortelles et des épées d'Ao qui ne sont pas seulement des armes mais des œuvres d'art. Leur société, malgré sa belligérance, était étonnamment harmonieuse. Les femmes jouissaient de respect et avaient des droits notamment dans la gestion du foyer. Il existait un système d'héritage unique. Lorsque le fils aîné se mariait, la maison parentale lui était transmise et les parents construisaient une nouvelle maison plus petite. Bien sûr, au XXe siècle, le monde a changé l'arrivée des missionnaires chrétiens, et l'interdiction officielle de la chasse aux têtes ont mis fin à la tradition la plus brutale des Nagas. Mais l'esprit guerrier n'a pas disparu, il s'est transformé. Dans la seconde moitié du XXe siècle, il s'est manifesté dans une lutte acharnée pour l'indépendance de l'Inde, qui se poursuit sous une forme ou une autre à ce jour. Les Nagas n'ont jamais pleinement accepté le pouvoir des étrangers. Ils vivent toujours selon leurs propres lois sur leur terre qu'ils appellent Nagaland. Et bien que les têtes ne décorent plus leur maison, le feu de la désobéissance dans leurs yeux brille aussi intensément qu'il y a des centaines d'années. Des montagnes brumeuses d'Asie, nous nous déplaçons vers le désert glacé, l'une des régions les plus inhospitalières de la planète, la Tchoukotka. Ici, dans le nord-est de la Russie, où les températures descendent en hiver jusqu'à moins 50 degrés et où la nuit polaire dure des mois, vit un peuple dont l'endurance et l'adaptation aux conditions extrêmes continuent de perplexifier les scientifiques. L'histoire des Tchoukchés est une histoire de lutte et de victoire. Pendant des milliers d'années, ils ont été entourés de peuples plus nombreux et plus forts, les Esquimaux, les Yukaghirs, les Koryaks. Mais ils n'ont pas seulement survécu. Ils ont assimilé et soumis leurs voisins, devenant la force dominante de la région. Lorsque, au XVIIe siècle, les Cosaques russes sont arrivés ici pour taxer la population locale, ils ont rencontré une résistance si farouche qu'ils n'avaient jamais rencontrée nulle part ailleurs en Sibérie.
Les Tchouktchés ont en fait refusé de se laisser conquérir leur offrant autonomie et relations commerciales. Ils étaient l'un des rares peuples autochtones de Sibérie à n'avoir jamais été complètement soumis. Quel est leur secret? Une adaptation parfaite. Les Tchouktchés se divisent en deux groupes, deux modes de vie qui se complètent. Les Tchoukchi, rennes nomades. Ils vivent au cœur de la toundra, suivant d'énormes troupeaux de rennes. Le renne, pour eux, c'est tout nourriture, vêtements, transport et matériaux pour l'habitat. Les Ankalins Tchoukchés, côtiers, chasseurs sédentaires. Ils vivent sur la côte de l'océan Arctique et de la mer de Bering. Leur proie? Les morses, les phoques et même les baleines. Ils sortent dans la mer glacée sur leurs baïdars recouvertes de peau de morse et affrontent les géants marins utilisant des harpons comme leurs ancêtres il y a des milliers d'années. Leur habitation, la Yaranka, est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Une immense tente faite de peau de renne capable de résister à des vents ouragans. À l'intérieur de la Yaranka se trouve un auvent en fourrure où vit la famille. Grâce à une lampe à graisse, la température à l'intérieur peut atteindre 20 degrés même lorsque la tempête fait rage à l'extérieur. Mais le plus remarquable, c'est leur mentalité. Dans le folklore tchoukché, il n'y a pas de place pour la faiblesse. Leurs héros sont des individus forts et indépendants qui défient l'enfant que les dieux et les esprits. Ils n'avaient pas de prince ou de chef au sens européen, chaque famille était une unité autonome. Leur loi principale est la loi de l'hospitalité. Même un ennemi qui entrait dans la Yaranka devenait un invité et il ne pouvait pas être touché. Le pouvoir soviétique a tenté de briser cet esprit en forçant les Tchoukchés dans des kolkhozes et des internats. Mais dès que l'Union soviétique s'est effondrée, ils sont revenus à leur mode de vie traditionnel. Aujourd'hui, comme il y a des centaines d'années, ils élèvent des rennes et chassent des morses. Ils utilisent des motoneiges et des armes à feu, mais dans leur cœur vit le même esprit de désobéissance qui leur a permis de vaincre à la fois les Cosaques et la nature la plus rude de la planète. Ce sont de véritables maîtres du désert glacé. Pensez-vous savoir ce qu'est la religion? Vous pensez que la foi naît de textes anciens et des révélations des prophètes, à la 8e place de notre classement, une histoire qui vous fera douter de tout ce que vous saviez sur la foi humaine. C'est l'histoire de la façon dont l'une des cultures les plus isolées de la planète a rencontré la technologie du XXe siècle et a créé sans doute la religion la plus étrange et la plus jeune du monde. Bienvenue dans les cultes cargo de Mélanésie. Imaginez que vous vivez sur une île paradisiaque dans le Pacifique. Votre vie n'a pas changé depuis des milliers d'années. Vos outils se sont faits de pierre et de bois. Vos dieux sont des esprits d'ancêtres et des forces de la nature. Et soudain, un jour, d'énormes oiseaux rugissants en métal descendent du ciel. De leur ventre sortent des gens à la peau claire vêtus de vêtements étranges. Ils ne chassent pas et ne cultivent pas la terre, mais il faut que ils ont des trucs. Une quantité incroyable de nourriture dans des boîtes brillantes, des vêtements, des outils de pour des armes qui crachent du feu. Ils construisent une sorte des villages gigantesques. Et des chasses, en quelques jours, tracent des routes, érigent de hautes tours avec des vignes tournantes. Ces extraterrestres appellent cela la guerre et leur don, cargo, c'est-à-dire chargement. Pour les habitants d'îles comme Vanuatu ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée pendant la Seconde Guerre mondiale, ce n'était pas simplement un choc culturel, c'était un phénomène divin. Les militaires américains et japonais, qui avaient déployé leur base ici, sont devenus involontairement les figures centrales d'un nouveau mouvement religieux. Les insulaires ont vu que les Blancs ne produisaient pas eux-mêmes le cargo. Ils effectuaient des rituels étranges, marchaient en formation, se saluaient, levaient des drapeaux sur des mâts, s'asseyaient dans des tentes et parlaient dans des boîtes étranges. Et après ces rituels, des oiseaux de fer descendaient du ciel et apportaient encore plus de cargo. La logique était impeccable. Évidemment, ces rituels étaient le moyen de communiquer avec les ancêtres ou les dieux qui envoient des dons. Et quand la guerre s'est terminée et que les militaires ont disparu aussi soudainement qu'ils étaient apparus, emportant avec eux les torches de nuit imitant les lumières d'atterrissage, ils construisaient des copies de tours de contrôle, s'asseyaient dedans avec des écouteurs et des micros en bois et marmonnaient des phrases sans signification, imitant les contrôleurs aériens. Ils marchaient avec des fusils en bambou sur l'épaule, peignaient sur leur corps des médailles et des inscriptions USA. Le plus célèbre de ces cultes est le culte de John Frum sur l'île de Tanna à Vanuatu. Personne ne sait qui était John Frum, peut-être une déformation de John d'Amérique, mais pour ses disciples, il est le Messie qui reviendra un jour sur l'île dans un avion ou un bateau, apportant avec lui une prospérité éternelle.
Chaque année, le 15 février, ils organisent un défilé marchant avec des croix rouges sur la poitrine et des fusils en bambou attendant son retour. Pour nous, cela peut sembler un mimétisme naïf, mais pour eux, c'est un acte de foi. Les cultes cargo ne se moquent pas de la religion. C'est la religion dans sa forme pure distillée. C'est une tentative pour l'homme d'expliquer l'inexplicable et d'influencer des forces qui nécessitent des faits qui dépassent sa compréhension. Cette histoire occupe la 8e place car elle montre comme rien d'autre comment naît le mythe et à quel point la frontière entre technologie et magie est mince aux yeux de ceux qui la voient pour la première fois. De la foi naïve dans des dieux technologiques, nous nous dirigeons vers un endroit où la foi et la guerre se sont entremêlées en un nœud indissoluble pendant des milliers d'années. Nous nous rendons sur le plateau tibétain, dans une région appelée Kham. C'est une terre de haute montagne, de pâturages sans fin et de gens forgés par le vent et l'acier, les Khampas. Ce sont des nomades, des marchands, des bandits, et avant tout les guerriers les plus féroces du Tibet. Leur histoire est celle d'une lutte éternelle pour l'indépendance, et c'est pourquoi ils occupent la 7e place de notre classement. Les Khampas ont toujours été une anomalie. Ethniquement, ce sont des Tibétains, mais ils n'ont jamais complètement obéi au Dalai Lama ou aux empereurs chinois de Pékin. Leur patrie divisée entre plusieurs principautés a toujours été une zone de non-droit et de liberté. Grands avec de longs cheveux tressés, des fils rouges, des poignards à la ceinture et des fusils dans le dos, ils inspiraient la terreur aux caravanes commerciales et aux voyageurs. Mais ce n'était pas simplement de la criminalité. C'était un mode de vie basé sur un code d'honneur et un mépris pour toute autorité sauf celle de leur clan. Il existe un vieux proverbe tibétain : « Si tu es un ami des Khampas, il donnerait sa vie pour toi. Si tu es son ennemi, mieux vaut ne pas être né. » Leur habileté en tant que guerriers était légendaire. Dès leur enfance, ils apprenaient à monter à cheval et à tirer avec un fusil. Leurs foires équestres comme la célèbre foire de Jundo ne sont pas seulement une fête, mais une démonstration de puissance militaire où les cavaliers s'affrontent en équitation, en tir à cheval et en sabrage. C'est un rappel vivant que le sang du guerrier coule encore dans leurs veines. Mais le monde des Khampas est un monde de contrastes. À côté de la culture guerrière des nomades se trouvent les plus grands monastères du Tibet, des centres de méditation et de pratiques mystiques. Beaucoup de Khampas étaient et restent des personnes profondément religieuses, des mécènes généreux des monastères. Ce paradoxe, la combinaison d'un guerrier féroce et d'un bouddhiste pieux en une seule personne, est l'essence de leur caractère. Leur esprit de désobéissance s'est manifesté avec une nouvelle force au milieu du XXe siècle lorsque, entre 1905 et 1910, la Chine communiste a envahi le Tibet. Ce sont les Khampas qui ont été les premiers à se soulever armés. Ils ont créé une armée de guérillas appelée Chushi Gangdruk, 4 rivières, 6 chaînes de montagnes, et ont mené une guerre acharnée contre l'armée populaire de libération de la Chine. Leur bravoure était telle qu'elle a attiré l'attention de la CIA. Au cœur de la guerre froide, le renseignement américain a lancé une opération secrète sous le nom de code Stirkus. Des agents de la CIA ont secrètement formé des combattants Khampas dans des camps au Colorado et à Saipan, puis les ont parachutés avec des armes et des radios de retour au Tibet. Pendant de nombreuses années, cette armée secrète a été un véritable casse-tête pour les autorités chinoises. La révolte a été brutalement réprimée, mais les Khampas n'ont pas été brisés. Beaucoup d'entre eux ont constitué la garde personnelle du Dalai Lama lors de sa fuite en Inde, et à ce jour, ils restent un symbole de la résistance tibétaine. Ils ne sont pas simplement une tribu. Ils incarnent l'idée que certaines choses sont plus importantes que la sécurité et le confort, comme la liberté. Des sommets enneigés de l'Himalaya, nous nous dirigeons vers un paradis tropical, vers les îles Sambla au large des côtes du Panama. Ici, parmi les récifs coralliens et les eaux turquoises, vit le peuple Kuna. À première vue, ils peuvent sembler être des insulaires pacifiques, connus pour leurs textiles colorés, les mollahs. Mais derrière ce voile coloré se cache une volonté de faire et une profonde vision mystique du monde, qui les pousse à défendre ardemment leur univers contre toute intrusion. Ils occupent la 6e place car leur lutte n'est pas seulement pour la terre, mais aussi pour l'équilibre fragile entre le monde des hommes et le monde des esprits. Pour les Kunas, le monde n'est pas simplement un espace physique, c'est l'arène d'une lutte éternelle entre les esprits bons et mauvais. Les maladies, les échecs, les conflits, tout cela est le résultat d'un déséquilibre spirituel. Et la tâche principale de l'homme est de maintenir cet équilibre par des rituels appropriés. Leurs chamans ou nilokals ne sont pas seulement des guérisseurs. Ce sont des diplomates voyageant dans le monde des esprits pour négocier, apaiser les ancêtres en colère et chasser les entités maléfiques.
Parfois, des sacrifices sont nécessaires pour rétablir l'équilibre et les kunas n'hésitent pas à les offrir. Les sacrifices rituels d'animaux font partie intégrante de leur cosmologie. Ce n'est pas de la cruauté, c'est un devoir sacré, une manière de ramener l'harmonie au monde perturbé par les actions humaines. Ils croient que chaque acte, chaque pensée a des conséquences dans le monde spirituel, et ils sont prêts à payer le prix pour maintenir l'ordre. Cette profonde foi les a rendus de fervents défenseurs de leur terre. Pendant des siècles, ils ont résisté avec succès aux colonisateurs espagnols, aux marchands colombiens et au gouvernement panaméen. En 1925, ils ont soulevé une révolte connue sous le nom de Révolution Kuna, lorsque les autorités panaméennes ont tenté d'interdire leurs vêtements et rituels traditionnels. Ils se sont battus avec un tel courage qu'ils ont obtenu l'impensable, la création de leur propre territoire semi-autonome, Kunayala. Aujourd'hui, c'est l'un des territoires autochtones les mieux gérés et politiquement organisés d'Amérique latine. Ils ne permettent pas aux étrangers d'acheter des terres sur leurs îles. Ils contrôlent strictement le tourisme pour qu'ils ne détruisent pas leur culture. Ils regardent notre monde, un monde qu'ils appellent le monde du chaos, et là où ils voient une menace non seulement pour eux, mais pour l'ensemble de l'univers. Leur lutte est celle de la préservation de leur compréhension unique de l'univers. Ils ne sont pas simplement une tribu isolée. Ils sont les gardiens à la frontière de deux mondes, et ils ne permettront pas au chaos de notre monde de submerger le leur. Préparez-vous. Nous franchissons la ligne, nous entrons sur un territoire où nos conceptions de la beauté, de la douleur et du statut perdent tout sens. Nous nous dirigeons vers la vallée de la rivière Omo, à la frontière de l'Éthiopie, et du Soudan du Sud, l'un des endroits les plus sauvages et inaccessibles de la planète. Ici vivent les Khatson, les tribus Surma, et leurs proches parents, les Mursi. Ils occupent la 5e place de notre classement car leur isolement n'est pas simplement un fait géographique, c'est un choix esthétique et philosophique. Ils ont transformé leur corps en toile vivante, défiant non seulement les étrangers, mais aussi la nature elle-même. La première chose qui choque quiconque voit les femmes Mursi ou Surma, ce sont leurs lèvres. Dès leur jeune âge, les filles se voient retirer les dents inférieures et antérieures et se font percer la lèvre inférieure. Dans ce trou, un petit disque en bois est inséré. Avec le temps, ces disques sont remplacés par des disques de plus en plus grands, étirant la lèvre à des tailles incroyables. Une femme adulte peut porter dans sa lèvre un plat en argile d'un diamètre allant jusqu'à 20 cm. Plus le plat est grand, plus la femme est considérée comme belle, et plus le prix en vache que le mari doit payer pour elle est élevé. Pour nous, cela peut sembler une mutilation, mais pour eux, c'est le symbole suprême de la féminité, du statut et de la beauté. Mais cela n'est qu'une partie de leur culture des modifications corporelles, tant les hommes que les femmes pratiquent le scarification rituelle. Avec une lame aiguisée, des incisions sont faites sur la peau dans lesquelles est frotté le jus de plante ou de la cendre de sorte que les cicatrices deviennent proéminentes et visibles. Chaque motif a sa signification. Il peut raconter l'appartenance à un clan, le nombre d'ennemis tués ou simplement servir d'ornement. Leurs corps sont leur biographie écrite sur leur peau dans le langage de la douleur et de la fierté. La principale richesse et la raison de la plupart des conflits ici, c'est le bétail. Les tribus se battent constamment entre elles pour les pâturages, l'eau et les troupeaux, et cette guerre ne se mène pas avec des lances et des flèches. En raison de décennies de guerre civile au Soudan et en Éthiopie, la vallée de l'Omo est inondée d'armes modernes. Le kalachnikov est ici aussi courant pour un berger que son bâton. Les hommes Surma et Mursi sont connus pour leur agressivité et leur imprévisibilité. Leur principal rituel d'initiation est le donga. Ce sont des combats brutaux sur de longues perches impliquant des dizaines de guerriers de différents villages. Il n'y a pratiquement pas de règles. L'objectif est de faire tomber l'adversaire avec la perche ou de le forcer à se rendre. Les blessures et même les décès sont monnaie courante. Mais le vainqueur devient un héros et il a le droit de choisir n'importe quelle fille célibataire du village. Les Surma et Mursi s'opposent parfois net et farouchement à toute tentative du gouvernement éthiopien d'interférer dans leur vie. Ils rejettent massivement la médecine moderne et l'éducation, l'éco et les vêtements. Ils regardent les étrangers avec mépris et suspicion. Entrer sur leur territoire sans protection armée, c'est du suicide. Ils sont la preuve vivante qu'il existe des cultures qui ont évolué selon des lois totalement différentes et pour lesquelles nos valeurs ne signifient absolument rien. Nous descendons encore plus profondément dans les recoins les plus sombres de l'histoire humaine. Nous nous rendons dans des endroits où la frontière entre l'homme et l'animal, entre la vie et la mort, entre le sacré et l'horrible, était terriblement mince. À la 4e place, deux peuples aux antipodes du monde uni par la pratique la plus taboue de l'histoire de l'humanité, les Asmat de Nouvelle-Guinée et les Batak de Sumatra.
Nous parlons du cannibalisme. Commençons par les asmates vivant parmi les marais et les mangroves sur la côte sud-ouest de la Nouvelle-Guinée. Pour eux, le monde est peuplé d'esprits. Et les plus importants d'entre eux sont les esprits des ancêtres. Ils croyaient que l'homme et l'arbre étaient la même chose. Les jambes sont les racines, le tronc et le corps, les bras sont les branches et la tête et la cime. Leur art de la sculpture sur bois est l'un des plus complexes et des plus beaux au monde, mais derrière cette beauté se cache une réalité sombre. Les asmates étaient des chasseurs de têtes et des cannibales, et cela n'était pas lié à la faim, c'était une partie de leur cosmologie. Ils croyaient que la mort d'un homme, si elle n'était pas causée par la vieillesse, était toujours le résultat d'une magie maléfique envoyée par des ennemis d'un village voisin, et le devoir des vivants était de venger. L'esprit du tué ne pouvait pas trouver le repos et se rendait dans le monde des ancêtres tant que sa mort n'avait pas été vengée. Pour cela, les guerriers partaient en expédition, tuaient l'ennemi, lui coupaient la queue à la tête et l'apportaient au village. Ensuite, un rituel complexe commençait. Le corps de l'ennemi était mangé. Ce n'était pas un acte de haine. Au contraire, en mangeant la chair de l'ennemi, ils absorbaient sa force. Le crâne était traité d'une manière particulière. Il était utilisé comme coussin, croyant que la sagesse et la force du tué passeraient aux dormeurs à travers les rêves. Les noms des ennemis tués étaient donnés aux nouveau-nés pour remplacer la perte dans leur tribu. Ce n'est qu'après ce rituel que l'âme de leurs propres compatriotes tués pouvait trouver le repos. Pour les asmates, le cannibalisme était un acte d'équilibre, un moyen de maintenir l'ordre dans l'univers. En 1961, la victime de ce rituel fut supposément Michael Rockefeller, le fils du célèbre millionnaire américain et gouverneur de New York, qui disparut lors d'une expédition chez les asmates. Son corps n'a jamais été retrouvé. Maintenant, déplaçons-nous sur une autre île en Indonésie, à Sumatra. Ici, dans les régions montagneuses, vivent les Batak. Aujourd'hui, ce sont des chrétiens pacifiques connus pour leur hospitalité. Mais encore au XIXe siècle, ils avaient la réputation d'être l'un des cannibales les plus féroces du monde. Leur cannibalisme était différent. C'était une forme de justice. Les Batak avaient un code de loi complexe. Pour certains crimes tels que le meurtre, la trahison, l'espionnage ou le vol, la peine de mort était prononcée. Mais ce n'était pas simplement une exécution. Le criminel était attaché à un poteau. Ensuite, les chefs et les guerriers s'approchaient en teke et coupaient une côté des morceaux de sa chair qu'ils mangeaient crus avec du sel et du poivre. On croyait qu'en mangeant le criminel, la société se purifiait de ses péchés. C'était le plus haut acte de justice publique et rituelle. Les asmates et les Batak ont depuis longtemps abandonné ces pratiques. Mais leur histoire occupe la 4e place car elle nous pousse à poser une question inconfortable. Que se passerait-il si les rituels les plus horribles de notre point de vue avaient leur propre logique interne, aussi monstrueuse soit-elle? C'est un rappel que la culture humaine est capable de tout, et que nos normes morales modernes ne sont pas absolues, mais simplement une version de la façon dont on peut vivre. À chaque pas, nous nous rapprochons du zéro absolu de la civilisation. Nous entrons dans une zone où le temps s'est arrêté. Le peuple qui occupe la 3e place de notre classement est celui qui jusqu'à récemment n'avait même pas soupçonné l'existence d'un monde au-delà de ces montagnes. Nous sommes dans les hauteurs les plus inaccessibles de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans la vallée de Baliem. Ici vivent les Yali. Leur isolement était presque total. Entourés de montagnes de plus de 4000 mètres, ils ont vécu à l'âge de pierre jusqu'à la fin du XXe siècle. Ils ne connaissaient pas le métal. Leurs haches étaient faites de pierre polie, et les pointes de leurs flèches étaient en os. Le seul moyen de se déplacer dans leur monde vertical était des sentiers étroits et glissants. Leur monde était petit. Il était composé de leurs villages, des villages voisins qui étaient des ennemis et du monde des esprits. Tout ce qui se trouvait au-delà de la vue n'existait tout simplement pas. Lorsque dans les années 1960, les premiers missionnaires ont descendu dans leur vallée en hélicoptère, les Yali étaient convaincus que c'était des esprits venant du ciel. Ils n'avaient jamais vu de blanc, jamais vu de machine volante. Les Yali étaient des guerriers féroces, les villages se faisaient constamment la guerre et ils pratiquaient également le cannibalisme. Mais contrairement aux asmates, leur cannibalisme était plus pragmatique. Ils mangeaient leurs ennemis pour les anéantir complètement, effaçant même leur mémoire. Ils croyaient qu'en mangeant le corps, ils empêchaient l'esprit de l'ennemi de revenir et de se venger. L'un des personnages les plus connus ayant vécu parmi les Yali est l'explorateur britannique Benedict Allen. Dans les années 1980, il a passé plusieurs mois avec eux, essayant de comprendre leur monde. En 2017, près de 30 ans plus tard, il a décidé de revenir pour filmer sur eux.
Il a convenu qu'on le lâcherait en hélicoptère dans la jungle et s'est lancé dans une randonnée vers ses vieux amis, puis il a disparu. Pendant 3 semaines, il n'y a eu aucune nouvelle de lui. Les médias du monde entier ont annoncé qu'il avait peut-être été mangé par des indigènes. Une opération de sauvetage a été lancée. Au final, il a été retrouvé épuisé et malade du paludisme, mais vivant sur une piste d'atterrissage abandonnée. Il s'est avéré que les Yali ne lui avaient pas fait de mal. Au contraire, ils l'avaient accueilli comme l'un des leurs, mais une guerre avait éclaté entre les tribus de la région et il ne pouvait tout simplement pas quitter la vallée. L'histoire d'Allen et du peuple Yali est une histoire de capsule temporelle sur notre planète, des endroits où l'on peut jeter un coup d'œil sur notre propre passé. Les Yali ne sont ni bons ni mauvais, ce sont nous, ce que nous étions il y a des milliers d'années. Leur culture unique s'efface sous l'effet de notre présence. Nous les avons trouvés et par le simple fait de notre présence, nous détruisons ce que nous cherchions. Nous sommes à la frontière de l'impensable. Nous avons l'habitude de penser que l'adaptation est un processus culturel. Nous apprenons à construire des maisons à coudre, des vêtements, à obtenir de la nourriture, mais que se passerait-il si la nature pouvait aller plus loin ? Que se passerait-il si le corps humain pouvait lui-même changer pour survivre dans des conditions qui auraient dû le tuer à la 2e place de notre classement, un peuple qui n'est pas simplement un phénomène culturel mais une anomalie biologique, les Inuits. Ils vivent dans l'Arctique, dans l'un des climats les plus extrêmes de la Terre, un endroit où une erreur coûte la vie. Pendant des milliers d'années, ils n'ont pas seulement survécu, ils ont prospéré. Et la science moderne, en les étudiant, parvient à une conclusion choquante. Les Inuits sont le résultat d'une évolution rapide et ciblée. Ils sont génétiquement un type d'humain différent. Commençons par leur régime alimentaire. Le régime traditionnel des Inuits est un cauchemar pour tout diététicien. Il est presque composé à 100% de viande et de graisse. Phoque émorcé baleine reine. Presque pas de légumes et de fruits. Cela devrait entraîner un niveau de cholestérol élevé et des maladies cardiovasculaires massives. Mais cela ne se produit pas. Le taux de maladies cardiaques chez les Inuits, suivant un régime traditionnel, est l'un des plus bas au monde. Quel est ce secret ? La génétique. Des études ont montré que les Inuits ont des mutations uniques dans les gènes responsables du métabolisme des graisses. Leur corps décompose les acides gras de manière totalement différente de celle des Européens ou des Asiatiques. Il les transforme en énergie avec une efficacité incroyable sans laisser le mauvais cholestérol s'accumuler dans les vaisseaux. L'évolution leur a donné un code génétique de survie sur un régime riche en graisse. Mais ce n'est pas tout. Leurs corps sont littéralement conçus pour le froid. Ils ont un métabolisme de base élevé, ce qui signifie que leur corps produit plus de chaleur au repos. Leur morphologie trapue avec des membres courts minimise la perte de chaleur. Leur système circulatoire est unique. Il est capable de maintenir une température élevée dans les extrémités, même par grand froid protégeant contre les engelures. Même leur cerveau fonctionne différemment. Vous avez probablement entendu le mythe selon lequel les Inuits ont des centaines de mots pour désigner la neige. C'est une exagération. Mais leur langue, l'Inuktitut, façonne réellement leur perception du monde. Dans leur langue, il n'y a pas de concept de gauche et droite. Ils s'orientent dans l'espace par des coordonnées absolues, telles que en amont ou vers la mer. Cela leur donne un sens inné, presque surnaturel de l'orientation. Un chasseur inuit aveuglé par une tempête de neige saura quand même où se trouve sa maison. Les Inuits ne sont pas simplement une tribu. Ils sont la preuve vivante de la puissance de l'évolution. Ils montrent que l'humanité est une espèce en constante évolution que nous changeons encore. Et dans des conditions extrêmes, ces changements peuvent se produire à une vitesse incroyable. Ils sont un aperçu de notre avenir possible ou peut-être de notre passé. Que se passerait-il si d'autres peuples anciens avaient des adaptations génétiques uniques que nous avons perdues ? Les Inuits sont presque des surhommes créés par la nature pour vivre dans la glace. Mais même leur unicité s'efface devant le mystère absolu de notre première place. Nous sommes arrivés au sommet, au point où toutes les cartes, toutes les théories et toutes nos connaissances prennent fin. Nous sommes sur l'île Sentinelle du Nord, dans l'océan Indien. C'est un petit morceau de terre recouvert de jungle de la taille de Manhattan, et c'est le foyer du peuple le plus isolé de la planète. Les Sentinelles. Ils occupent la première place de notre liste. Et voici pourquoi. Nous ne savons absolument rien d'eux. Absolument. Nous ne savons pas comment ils s'appellent. Nous ne connaissons pas leur langue. Nous ne savons pas combien ils sont. Les estimations varient de 50 à 400 personnes. Nous ne savons rien de leurs croyances, de leurs rituels, de leur structure sociale. Il y a un trou noir dans l'anthropologie à leur sujet. Et la raison en est simple.
Ils tuent quiconque tente de s'approcher de leur île. Ce n'est pas une exagération. Tout au long de l'histoire des contacts quiconque tentait de s'approcher de leur île, qu'il s'agisse de marchands indiens naufragés au XIXe siècle, d'explorateurs de National Geographic dans les années 1970 ou de pêcheurs perdus dans les années 2000, a été accueilli par une pluie de flèches. Ils ne donnent pas d'avertissement, ils tirent pour tuer. Leur isolement,